Enregistrer tout. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dr Mahioud Zahra et je me propose avec Médecins Algérie de vous faire des cas cliniques, des QCM pour vos révisions avant le résident. Donc le thème d'aujourd'hui, le thème avec lequel j'ai choisi de commencer avec vous, c'est les hémorragies du premier trimestre de la grossesse. Avec moi, Dr Shahinez, une interne qui va m'aider pour les questions et qui va me dire si c'est assez clair ou non. Shahinez, ça va pour l'instant? Oui, oui, Très tout bien. va bien. Donc, on va commencer. J'ai choisi de commencer par les hémorragies du premier trimestre de la grossesse, tout simplement parce que c'est le motif de consultation le plus fréquent en gynécologie. Et parmi les diagnostics à évoquer devant ces métrorragies du premier trimestre, un diagnostic est particulièrement dangereux parce qu'il met en jeu le pronostic vital de la femme. Donc, avant tout autre diagnostic, devant toute métrorragie du premier trimestre de la grossesse, on doit évoquer la grossesse extra-utérine. Donc, les diagnostics à évoquer devant des métrorragies du premier trimestre seront la grossesse extra-utérine en premier lieu, pas parce que c'est le diagnostic le plus fréquent, mais parce que c'est le diagnostic le plus dangereux. Les avortements spontanés et précoces, les grossesses intra-utérines évolutives en stade de menace, les pathologies cervicales et un peu plus rares, l'is d'un jumeau ou la molidatiforme qu'on va traiter dans une deuxième partie. Donc, pour vous faire la conduite à tenir devant une grossesse extra-utérine, j'ai choisi de vous le faire sous forme de cas clinique. Ce cas clinique a été tiré de cette application. C'est une application gratuite, Gynécologie obstétrique par Medical Innovation. Donc, je vais vous lire le cas clinique. Madame A est âgée de 27 ans. Elle se présente en urgence pour des douleurs pelviennes apparues depuis 2 jours. Donc, des douleurs depuis 2 jours. Elles sont diffuses, prédominantes au niveau de la fosse iliaque droite et ne cédant pas aux antalgiques péros. Elle décrit par ailleurs des métrorragies noirâtres depuis 1 semaine. La date de ces dernières règles remonte à 6 semaines auparavant. Elle est tabagique. Elle a été hospitalisée pour salpingite traitée médicalement. Vous remarquerez que chaque mot a un but, chaque mot est important. D'accord? Donc, si nous disent elle est tabagique, c'est pour nous rappeler les facteurs de risque. Elle est tabagique, elle a un antécédent de salpingite traité médicalement. L'examen clinique montre une tension artérielle à 9,6, un pouls à 110 battements minutes. La patiente est apyrétique. Son abdomen est douloureux dans son ensemble avec une défense à la palpation de la fosse iliaque droite. L'examen au spéculum montre un saignement peu abondant, noirâtre, d'origine endo-utérine. Le toucher vaginal est très douloureux, particulièrement au niveau du cul-de-sac vaginal droit et du cul-de-sac de Douglas. Donc ça, c'est notre cas clinique. Donc, pour pouvoir répondre à ce cas clinique, il faut connaître la conduite à tenir devant une grossesse extra-utérine. Dans un premier temps, devant toute métrorragie, avant de poser le diagnostic, il faut éliminer l'urgence vitale. Comment éliminer cette urgence vitale? Donc, avant d'envisager toute démarche étiologique, comme pour tout saignement, quelle qu'en soit l'origine, l'urgence consiste à évaluer la tolérance du saignement. Donc, on va commencer par un interrogatoire rapide. Pour évaluer la spoliation sanguine, on va demander le nombre de serviettes hygiéniques utilisées, rechercher une notion de malaise, perte de connaissance ou lipothymie, des scapulalgies qui témoignent d'un hémopéritoine ou de douleurs abdominales. La mesure de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, la présence d'une pâleur cutanéo-muqueuse, l'examen de l'abdomen. Donc, à la fin de cet interrogatoire sommaire, on va être devant 2 cas de figure. Soit on est devant une urgence vitale, Si le saignement est alarmant, la patiente a un hémopéritoine. Là, une voie d'abord veineuse périphérique, un soluté de remplissage vasculaire sont vite installés. L'hospitalisation est alors indispensable. Le bilan préopératoire doit être effectué en urgence. Dès lors, une démarche diagnostique doit permettre de poser une indication chirurgicale d'aspiration en urgence en cas de fausse couche, de chirurgie abdominale en cas de grossesse extra-utérine. C'est-à-dire que là, on est devant un cas d'urgence vitale. Donc, ce sera une mise en condition, un diagnostic rapide et une conduite à tenir rapide.
Si on est devant un contexte plus calme, pas de contexte d'urgence vitale, en dehors de ces deux contextes cités, donc la stratégie de prise en charge des saignements du premier trimestre de la grossesse n'est pas une urgence, mais nécessite quand même une conduite à tenir appropriée sans perte de temps. Dans un deuxième temps, l'examen clinique plus approfondi que l'examen sommaire qu'on a fait au départ. Donc, l'interrogatoire va préciser l'âge de la patiente, son désir de grossesse, la notion de rapport potentiellement fécondant, la prise en charge en PMA, la prise d'une contraception. Le groupe Rhésus, c'est très important parce qu'en cas de Rhésus négatif, vous savez sûrement qu'on doit administrer des immunoglobulines comme prophylaxie de l'alloimmunisation Rhésus. Les antécédents de la patiente, médicaux, chirurgicaux. Donc, les antécédents gynécologiques, obstétricaux de la patiente, l'histoire de la maladie, le début de cette douleur, son intensité, son irradiation, la présence de signes sympathiques de la grossesse. Voilà. L'examen physique qui va comprendre la prise de pouls et de pression artérielle, la palpation abdominale. L'abdomen est-il contracturé? Existe-t-il une douleur provoquée, notamment latéralisée? Est-ce une douleur médiane avec un utérus dur et douloureux à la palpation? L'examen au spéculum, donc l'examen gynécologique, qui va permettre également d'effectuer des prélèvements bactériaux, anapathes. Le saignement est-il authentifié? Le sang vient-il de l'intérieur de l'utérus ou du col? Quel est son aspect, son abondance? Est-il associé à des leucorrhées, etc. Le toucher vaginal, avec combiné au palpé abdominal, l'utérus est-il dur, pardon, le col est-il ouvert, les cul-de-sac vaginaux sont-ils douloureux, est-ce qu'on perçoit une masse dans le cul-de-sac latéral ou non? Et à ce stade de l'examen, quand on a terminé notre interrogatoire et notre examen clinique, on a déjà une orientation, une forte présomption diagnostique. Voilà. Donc, je reviens à mon cas clinique. Donc, dans ce cas, on est devant une patiente qui a quand même un pouls à 9,6, plutôt un pouls à 110. Déjà, il y a une fréquence cardiaque qui est un peu plus élevée que la norme. Donc, peut-être que le saignement est important. La patiente a une douleur de la fosse iliaque droite. Elle a une défense à la palpation de la fosse iliaque droite. L'examen au spéculum montre un saignement peu abondant, noirâtre, d'origine endo-utérine, et le toucher, il est douloureux. Ils nous mettent particulièrement au niveau du cul-de-sac vaginal droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a probablement un comblement dans la trompe droite ou bien un épanchement, et du cul-de-sac de Douglas. Donc, première question du cas clinique. Quels principaux diagnostics devez-vous évoquer chez cette patiente? Donc, les principaux diagnostics à évoquer ici, en priorité absolue, la grossesse extra-utérine. Une fois qu'on fera notre test de grossesse, par exemple, si le bêta-HCG est négatif, on pourra citer d'autres diagnostics comme l'infection génitale haute. Donc, devant un bêta-HCG négatif et un tableau similaire, on peut avoir une infection génitale haute. Mais le diagnostic à évoquer en priorité, c'est la grossesse extra-utérine. Métrorragie du premier trimestre, douleur de la fosse iliaque droite. Quel facteur de risque de grossesse extra-utérine présente cette patiente? Connaissez-vous d'autres facteurs de risque de cette pathologie? Pour répondre à cette question, on va revoir le cas clinique Tana. Quels sont les facteurs de risque? Shahinaz, peux-tu voir le cas clinique? Oui, oui, oui. Il est clair, oui. Très bien. Et quels sont les facteurs de risque selon toi qui sont cités dans le cas? Ben, l'antécédent de salpingite. Oui, c'est très important. Bon, d'abord, c'est une femme en activité génitale, Oui, 27 ans, très bien. en âge de procréer. Très bien. Voilà. Elle a une salpingite et elle est Elle tabagique. est tabagique, voilà. J'essaie de lire un petit peu rapidement. Le saignement noirâtre. Voilà. Voilà. Mais après, non, ça, c'est le diagnostic. Ça, c'est en faveur du diagnostic. Les facteurs de risque, c'est ceux que tu viens de citer, c'est très bien. Son âge, c'est une femme en âge de procréer qui présente des métrorragies du premier trimestre, donc c'est le premier diagnostic à évoquer. Elle est tabagique. Elle a des antécédents de salpingite. Les antécédents d'infection génitale haute, le tabac, sont des facteurs de risque. Peut-on citer d'autres? Ben, par exemple, les contraceptions qui ne bloquent pas l'ovulation, les contraceptions progestatives, sont un facteur de risque. Voilà. Les adhérences, Même les dispositifs.
Pardon? Même les stérilés. Oui. Bon, le stérilet n'est pas un facteur de risque à proprement dit. Il n'augmente pas. Bon, ça dépend des écoles, parce qu'il n'augmente pas le risque de faire une grossesse extra-utérine. Il diminue le risque de faire une grossesse intra-utérine, ce qui fait que dans l'absolu, on a plus de grossesse extra-utérine sur stérilet. Je ne sais pas ce que tu as compris l'idée. Oui, oui, je vois Voilà. la nuance. Voilà, il enlève les risques d'avoir une grossesse intra-utérine, donc les grossesses extra-utérines ont l'air plus nombreuses, mais ce n'est pas un facteur de risque en soi. D'accord. Voilà. Donc, les facteurs de risque, ici, antécédent de salpingite, tabac. Autre facteur, antécédent de grossesse extra-utérine, oui, on l'a oublié, celui-là, il est très important. Une femme qui a fait dans ses antécédents une grossesse extra-utérine aura beaucoup plus de chances d'en refaire une autre. Voilà. Les antécédents de chirurgie pelvienne et les adhérences, l'endométriose, l'infertilité et les traitements d'infertilité peuvent être des facteurs de risque. Quel examen complémentaire doit-on pratiquer chez cette patiente? Il faut savoir que les examens à faire devant une grossesse extra-utérine en priorité sont le dosage de bêta-ACG pour confirmer qu'on est bien sur une grossesse. Je vous ai dit, si le bêta-ACG est négatif, avec un tableau similaire, on pourrait être sur une infection génitale haute. Donc, les deux examens complémentaires importants sont dosage de bêta-ACG et échographie pelvienne. Donc, le dosage plasmatique de bêta-ACG chez notre patiente a montré un taux de 2000. C'est important. Donc, à 2000, on est censé voir une image intra-utérine si on était devant une grossesse normale. Quel signe échographique allez-vous rechercher? Donc, on va faire un petit rappel sur ce qu'on est censé voir à l'échographie quand on a une grossesse extra-utérine. Donc, l'échographie est dite troisième main de l'examinateur, elle est très importante. Un minimum de 4 coupes pour pouvoir juger, un minimum de 4 coupes sont nécessaires. Une coupe longitudinale de l'utérus qui va permettre de mettre en évidence la ligne de vacuité utérine, ainsi que l'épaisseur et la régularité de l'endomètre. Cette coupe permet aussi de mettre en évidence le cul-de-sac de Douglas, parfois comblé par un épanchement intra-abdominal, un ovaire, une masse annexielle, des caillots. Donc, une coupe longitudinale, une coupe transversale de l'utérus qui va permettre de mesurer l'endomètre, deux coupes latéraux-utérines qui vont mettre en évidence les ovaires au-dessus d'une artère iliaque visualisée de façon longitudinale. Deux plans de coupe supplémentaires peuvent être très informatifs. Une image peut illustrer une masse annexielle distincte de l'ovaire pouvant correspondre à un hématosalpinx et une coupe passant par l'espace de Morrison. C'est quoi l'espace de Morrison? C'est l'espace sous le foie que je vous montre ici sur cette photo. Donc, normalement, sous le foie, ici, il n'y a pas de liquide. Si à l'échographie, on voit du liquide, ça témoigne d'un hémopéritoine de grande abondance. Donc, on a ici quelques images échographiques. Donc, la première, en haut à gauche, représente la grossesse extra-utérine. Donc, on voit la grossesse à côté de l'ovaire et du corps jaune. La deuxième photo en haut à droite, on voit l'utérus avec sa ligne de vacuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grossesse à l'intérieur de l'utérus. Il y a l'endomètre. L'endomètre qui est épais, c'est signe de grossesse. Les photos en bas, donc on a l'ovaire et le corps jaune. Et on a le Doppler pour nous montrer qu'il y a cet embryon, cette grossesse extra-utérine, donc, avec activité cardiaque. Il y a une activité cardiaque qui est positive. Donc, à la fin de notre échographie, on va encore se retrouver devant deux cas de figure. Soit l'utérus va contenir un sac gestationnel intra-utérin évident et typique. Donc, on est devant une grossesse intra-utérine. Si un embryon est clairement individualisé et que l'activité cardiaque est visible, il s'agit d'une grossesse intra-utérine évolutive. Les saignements peuvent être expliqués par un décollement trophoblastique, donc une autre raison, un décollement trophoblastique, un ectropion, une lésion de la filière génitale, une lise d'un deuxième jumeau. Lorsqu'une image de grossesse intra-utérine est visible à l'échographie, le suivi biologique n'a plus d'intérêt, c'est-à-dire on ne fait plus de suivi de bêta-ACG lorsqu'on voit la grossesse à l'intérieur de l'utérus. Ça n'a plus d'intérêt. Si un embryon de plus de 5 mm est clairement individualisé et que l'activité cardiaque n'est pas visible, on dit que c'est une grossesse arrêtée. L'autre cas de figure, l'utérus ne contient pas de sac. Il s'agit d'une situation fréquente et délicate à prendre en charge appelée grossesse de localisation indéterminée.
Non, il y a deux cas de figure aussi. Soit on trouve la grossesse et on la trouve en dehors de l'utérus dans la trompe, ce qui va être notre cas, soit on ne voit pas du tout de grossesse et c'est ce qu'on appelle une GLI, une grossesse de localisation indéterminée. La grossesse de localisation indéterminée, c'est-à-dire si à l'échographie, on ne voit pas de sac gestationnel du tout, ni à l'intérieur de l'utérus, ni en dehors, et que la patiente est asymptomatique, c'est très important parce que dans notre cas clinique, la patiente est symptomatique. Elle a une défense de la fosse iliaque droite, donc ça change le tableau. On va agir dans tous les cas, même si on ne voit pas la grossesse à l'échographie. Donc, si la patiente est asymptomatique avec des métrorragies modérées et isolées, on attend d'atteindre un seuil d'ACG plasmatique de 3510. Ça, c'est un seuil important à connaître. Donc, on ne voit pas de grossesse et la patiente est asymptomatique. On attend les 3510 unités avant de parler d'une grossesse donc, de localisation indéterminée et d'agir. Cependant, même si on a un bêta-ACG à 2000, comme c'est le cas de notre patiente, une augmentation à 48 heures inférieure ou égale à 15% exclut une grossesse intra-utérine. Est-ce que ce point est clair, Shahinez? Oui, c'est nouveau, j'avoue. C'est nouveau pour moi, Oui, mais c'est nouveau parce qu'avant, on nous disait 1500, on doit voir le sac gestationnel. Et au-delà de oui. 1500, ce n'est pas normal de ne pas le voir. C'est-à-dire à l'externat et tout. Mais maintenant, on nous dit que si la patiente est asymptomatique, c'est très important parce que si la patiente saigne ou la patiente a une défense de la fosse iliaque droite, on ne va pas attendre les 3500. Mais si la patiente est Oui, oui. asymptomatique, avec des métrorragies modérées et isolées, il y a le seuil qui a été fixé à 3510 unités avant de parler d'une grossesse extra-utérine ou de grossesse de localisation indéterminée. Soit 3510, soit un bêta-CG à 2000 et une cinétique à 48 heures qui n'avance pas. C'est-à-dire qu'il stagne ou là, il change de moins de 15%. Dans ces D'accord. cas, on parle de grossesse de localisation indéterminée. Mais j'ai bien souligné le mot asymptomatique parce que dans notre cas, la patiente a une défense de la fosse iliaque droite, elle a un saignement, elle commence même à avoir une fréquence cardiaque à 110, une tension plutôt basse, donc on ne va pas attendre qu'elle atteigne les 3500. Même si elle est à 2000, c'est là une indication de traitement. Donc, chez notre patiente, le dosage plasmatique, on a dit, il est à 2000. Quel signe échographique? Donc, on va répondre à la question, quel signe échographique allez-vous rechercher? Donc, les signes échographiques, le signe direct de la grossesse extra-utérine, c'est la présence d'un sac gestationnel en extra-utérin, soit dans la trompe ou ailleurs. Et les signes indirects, ben, c'est l'utérus vide ou les formations latéro-utérines ou les épanchements, etc., mais sans voir réellement le sac gestationnel et l'embryon. Peut-on proposer un traitement médical à cette patiente? Si oui, pourquoi? Ou sinon, pourquoi aussi? Shahinez, as-tu une idée sur ça? Ben, je pense que non, parce que c'est une urgence chirurgicale. C'est Ouais. pas médical. On peut pas traiter médicalement une grossesse extra-utérine, hein. Si, on peut traiter médicalement une grossesse extra-utérine, mais pas dans Ah ce bon? cas-là. Oui, pas dans ce cas-là. On va voir les indications du traitement médical et de l'abstention et du traitement chirurgical, mais effectivement, tu as raison, cette patiente-là est une indication de traitement chirurgical et on va voir pourquoi. Voilà, donc pour pouvoir répondre à cette question, j'ai mis des diapositives sur la conduite à tenir devant une grossesse extra-utérine. Donc déjà à l'admission, on répète examen clinique, général, gynécologique, examen biologique, taux de bêta-HCG, progestéronémie. Donc on fait tout le bilan préopératoire, glycémie renouvelée éventuellement à jeun. Mais là, si on a le temps, si la patiente présente une urgence, on ne va pas attendre la glycémie à jeun, urée, créate, transaminase. À quoi sert ce bilan? C'est un bilan préthérapeutique, surtout si on envisage le traitement médical, les transaminases hépatiques, le taux de bilirubine, la formule, la recherche d'agglutinine irrégulière, la crase sanguine, ainsi que le groupe sanguin, bien sûr. L'échographie, on l'a dit, on l'a fait rapidement. Un examen pré-anesthésique, le médecin réanimateur va voir la patiente et la conduite à tenir s'orientera vers l'abstention, la prise en charge médicale ou chirurgicale selon le cas. On va voir quels sont les cas. D'abord, on a un score. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le score de Fernandez. Maintenant, il faut savoir que ce score-là n'est pas absolu. On ne doit pas l'appliquer dans tous les cas. Ce score-là, il dit quoi? Il dit si la patiente, on va la classer selon
six critères. Donc, on a aménorrhée, taux de bêta-ACG, taux de progestérone, douleur abdominale, hématosalpinx et hémopéritoine. On va la classer, on va donner 1, 2 ou 3 selon les chiffres et on va avoir le total. Si le total est inférieur à 11, le score de Fernandez nous dit de faire une abstention thérapeutique, c'est-à-dire de ne rien faire. Entre 11 et 13, il nous dit de mettre un traitement médical. Et supérieur à 13, il nous dit de mettre un traitement chirurgical. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas appliquer ce score-là à la lettre. C'est-à-dire on peut parfois être devant un score de Fernandez à 12 et que notre patiente représente une urgence chirurgicale. Donc, on a des signes de gravité à reconnaître. Donc, l'abstention thérapeutique. L'abstention thérapeutique, c'est-à-dire qu'on ne fera rien, qu'on attendra juste l'évolution naturelle et spontanée. C'est quoi l'évolution spontanée qu'on attend? C'est que cette grossesse extra-utérine se lise ou bien qu'elle s'avorte dans le péritoine, qu'elle s'élimine spontanément. Cependant, cette abstention thérapeutique, on ne peut pas l'appliquer à toutes les grossesses extra-utérines. Il y a beaucoup de conditions pour pouvoir le faire. Il faut que la grossesse soit asymptomatique. Donc, pas de douleur, pas de métrorragie. Que le taux de bêta-ACG soit inférieur à 1000. Qu'il n'y ait pas d'hémopéritoine. Qu'il n'y ait pas de masse latéro-utérine supérieure à 3 cm. Que le score de Fernandez soit inférieur à 11. Que le taux de bêta-ACG diminue en 48 heures de plus de 15%. Qu'on puisse surveiller la patiente et qu'elle soit coopérante. Possibilité d'une prise en charge rapide en cas de besoin, c'est-à-dire que la patiente habite à côté d'un hôpital, qu'on puisse la prendre en charge rapidement. Les contre-indications donc, sont un score de Fernandez supérieur à 11 avec douleur pelvienne. Si c'est une grossesse avec activité cardiaque, on ne peut pas. Hématosalpinx ou masse latéro-utérine de plus de 4 cm. Bêta-ACG supérieur à 2000. Une absence ou la mauvaise compliance de la part de la patiente et impossibilité d'assurer une surveillance régulière. Donc, vous aurez compris que l'abstention thérapeutique se résume vraiment à quelques cas. Il y a beaucoup de conditions pour pouvoir l'appliquer. Pour le traitement médical, donc il y a effectivement, Shahinaz, un traitement médical. C'est quoi ce traitement médical? C'est une molécule qui s'appelle le méthotrexate. Le méthotrexate aura cette propriété donc, de liser la grossesse. Pourquoi? Parce que le méthotrexate est un antimitotique. C'est-à-dire qu'il empêche la mitose. Et donc, en empêchant la mitose, il va empêcher l'évolution de la grossesse. Parce que vous savez très bien que l'embryon, dans ses premières semaines, quand il se développe, c'est une multiplication cellulaire qui va se faire. Si on bloque la mitose, la grossesse va s'arrêter. D'accord, je sais que c'est en chimiothérapie. Voilà, exactement. Il est utilisé en chimiothérapie, effectivement. Très bien. Voilà. Donc, on l'utilise en une seule injection, pas comme dans les schémas de chimiothérapie. C'est une seule injection de méthotrexate. C'est 50 mg par mètre carré de surface corporelle ou bien 1 mg par kilo. Et aussi, pour pouvoir mettre ce traitement médical, il y a des conditions. Donc, la grossesse extra-utérine peut être symptomatique, mais il faut que les symptômes ne soient pas très importants. C'est-à-dire, quand on est devant une douleur, défense de la fosse iliaque droite, hémorragie, on ne va pas mettre l'injection. L'injection, on la met pour les patientes stables. Que le bêta-ACG soit inférieur à 5000. Pour certains auteurs, on dit 10 000, mais on peut aller jusqu'à 10 000, mais il faut vraiment que la patiente soit stable. Bien sûr. L'hématosalpinx de petite taille, inférieur à 4 cm de diamètre, sans ou avec un sac gestationnel, mais qu'il n'y ait pas d'activité cardiaque. Le fait qu'il y ait une activité cardiaque positive, on ne met pas de méthotrexate. Donc, absence d'hémopéritoine ou au maximum une discrète collection au Douglas, un bilan biologique qui est normal au départ, une bonne compliance de la patiente et une grossesse sur trompe unique ou interstitielle. Pourquoi? Pour essayer de conserver cette trompe. Voilà. Et le traitement chirurgical, donc les indications, c'est toutes les autres situations où on ne peut ni mettre de méthotrexate ni appliquer l'abstention. Donc, toutes les autres situations où la patiente est symptomatique, où elle a un bêta-ACG élevé, où elle a un hématosalpinx supérieur à 4 cm, où elle a un hémopéritoine, tout ça, ce sera des indications chirurgicales. Donc, peut-on proposer à cette patiente-là un traitement médical et pourquoi? Donc, non, on ne peut pas proposer à cette patiente un traitement médical. Vous me direz, elle a un bêta-ACG à 2000. Oui, elle a un bêta-ACG à 2000. Mais déjà, si on essaye de la classer selon le score de Fernandez, on va revenir vers le score de Fernandez, on va essayer de la classer. Elle est à 6 semaines, donc déjà, on est à 3.
Le taux de bêta-HCG, il est à 2000, donc déjà, on est à 5. Le taux de progestérone, on ne l'a pas, donc on va laisser ça à la fin. On ne nous l'a pas donné dans le cas clinique. Douleur abdominale, spontanée, donc 3. Hématosalpinx, on ne nous dit pas dans le cas clinique. Bon. Et l'hémopéritoine, on est devant un hémopéritoine qui est assez important, donc 3. Donc déjà, on est à 11, sans avoir ni l'hématosalpinx, ni le taux de progestérone. Donc, ça non, va être au moins 13. Voilà, ça va être au moins 13. Donc déjà, même selon le score de Fernandez, ça sera une indication chirurgicale. En plus, même si le score de Fernandez était inférieur à 13, je vous ai dit, ce n'est pas un score absolu. Si on est devant une patiente qui a une défense de la fosse iliaque droite, un pouls à 110, une tension basse, des douleurs spontanées très importantes, des métrorragies, un épanchement. Parce que même si on nous dit dans le cas clinique que les métrorragies sont minimes par le vagin, mais à l'échographie, on a trouvé un épanchement. Donc, l'épanchement, ça veut dire que même si elle ne saigne pas à l'extérieur, il y a un saignement abdominal interne. Il y a une hémorragie interne. Donc, non, cette patiente est très symptomatique. Elle a un état hémodynamique qui est précaire, un hémopéritoine au niveau du cul-de-sac de Douglas. Donc, ça sera une indication chirurgicale. Quelles sont les deux modalités possibles du traitement chirurgical? Donc, pour ce traitement chirurgical, il faut savoir qu'on peut le faire. Donc, on a deux abords possibles, soit par célioscopie ou la laparotomie. Je ne sais pas si vous connaissez la célioscopie. Shahinez, connais-tu la célioscopie? Oui, oui. D'accord, donc tu sais c'est quoi le principe? Le principe, c'est de ne Oui. pas ouvrir la paroi abdominale, de pénétrer par des trocars et de mettre des caméras qui vont voir l'intérieur de l'utérus et agir avec des instruments. C'est-à-dire, ce sera trois petites ouvertures par lesquelles on va introduire la caméra et les instruments au lieu d'ouvrir complètement l'abdomen et d'opérer directement. Donc, c'est ça la célioscopie. D'accord? Oui, oui, oui. Voilà. Donc, la célioscopie, c'est ça. La laparotomie, c'est le fait d'ouvrir carrément l'abdomen et d'opérer directement. Donc, on peut faire les deux. Pour la grossesse extra-utérine, ça dépend du plateau technique parce qu'il y a des hôpitaux qui ne disposent pas d'un plateau de célioscopie. Donc, ça dépend du plateau technique. Celui qui a la célioscopie, il peut le faire. Sinon, ça sera par la parotomie. Ça dépend aussi de l'expérience de l'opérateur. Il y en a qui disent que quand il y a un hémopéritoine et tout, c'est une contre-indication à la célioscopie. Mais maintenant, il y a des célioscopistes qui sont expérimentés. Et même si la grossesse extra-utérine est avec un épanchement, ils y vont quand même par célioscopie. Donc, ça dépend de l'expérience de l'opérateur. Le traitement peut être conservateur ou radical. Que veut dire conservateur et radical dans ce contexte? C'est-à-dire soit conserver la trempe malade, c'est-à-dire on va juste ouvrir la trempe et enlever la grossesse, ou alors on enlève carrément la trempe. Comment choisir entre ces deux cas de figure? Ça sera au niveau du bloc opératoire selon l'hémostase. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive, quand on ouvre la trempe et qu'on enlève cette grossesse, est-ce qu'on arrive à assurer l'hémostase? Est-ce que notre saignement s'arrête? Est-ce que le traitement est suffisant? Si oui, on laisse la trempe. Sinon, on sera obligé d'enlever carrément la trempe. Voilà. Une fois qu'on aura terminé, on va adresser notre produit à l'anapathe, bien sûr. Et si on opte pour le traitement conservateur, c'est-à-dire si on garde la trempe de la patiente, c'est très important de faire un suivi par bêta-HCG après. C'est-à-dire après la chirurgie, on va comparer le bêta-HCG au bêta-HCG initial. On va voir si ça évolue normalement. L'évolution normale serait donc la diminution jusqu'à négativation. On n'oublie jamais dans les dossiers de gynéco, si résus négatif, prévention de l'allo-immunisation par injection de gamma-globuline dans les 72 heures. Donc, les deux modalités possibles de traitement chirurgical sont le traitement conservateur, qui est la salpingotomie. Salpingotomie, ça veut dire ouvrir la trempe. Salpingo, c'est trempe et tomie, c'est ouvrir. Ou salpingectomie, c'est-à-dire enlever la trempe. Voilà. Moi, je pense que mon cas est terminé. J'ai juste mis... Attendez, je vais essayer d'ouvrir. J'ai juste mis 2 vidéos de célioscopie. J'espère que ça fonctionnera. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est une grossesse extra-utérine. Voilà.
Donc ici, c'est une grossesse extra-utérine faite par célioscopie. Voilà, on voit la trompe. Et donc, ils sont en train d'ouvrir au bistouri la trompe pour accéder à la grossesse. La grossesse, ben, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc ils vont évacuer tout le contenu. Et une fois qu'ils auront tout évacué, ils vont laver au sérum pour vraiment tout évacuer. Et ensuite, voir l'hémostase. Si le saignement s'arrête, ils vont garder la trompe. Et si le saignement ne s'arrête pas, ils vont carrément enlever la trompe. Voilà, voilà. Donc, merci de votre attention. Je vous ai mis mon Instagram pour ceux qui veulent me contacter. J'aimerais bien avoir vos retours. J'aimerais bien avoir vos QCM et cas cliniques qui vous posent problème. Et si vous voulez qu'on les fasse ensemble, ben, ce sera avec plaisir. Voilà, merci. Merci à vous. Merci, chère Inès. Merci beaucoup.